Aujourd'hui, je suis dans un bar avec Dan Leclerc, magicien, mais pas que. Voire même on pourrait dire, mais plus que. Oh, c'est joli ça, mais plus que. Bonsoir Benjamin Chaminade. Et je vais balancer le générique tout de suite et on se retrouve après. Allez. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 ? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde. Ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système. Ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas aux clichés de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi les rencontrer. Si je te demandais de te présenter, toi, aujourd'hui, en octobre 2018. Alors en octobre 2018, Dan Leclerc, je suis un ancien magicien, mais pas que. Je suis un... Voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais le définir le mieux. Je suis un profil un peu atypique. Alors pour me présenter, le plus simple, c'est de donner un petit peu les sources. À l'origine, voilà ce que j'étais. Je suis donc un ancien magicien professionnel qui a utilisé pendant de nombreuses années la magie comme vecteur de communication au sein des entreprises. Et aujourd'hui, je me suis transformé en producteur et artiste lyrique, utilisant toujours l'art, mais plus l'art lyrique et le chant et la musique comme un vecteur de communication et de compréhension des enjeux de l'entreprise. Alors je vais commencer avec ma première question, qui va en ouvrir plein d'autres. Ouvrons. Pourquoi, à ton avis, est-ce que j'ai souhaité t'interviewer pour ce podcast qui s'appelle Iconoclaste ? Alors j'ai eu la chance de découvrir un peu plus ce que c'était qu'un iconoclaste, parce que je n'avais pas la définition précise, et plus j'ai entendu, et plus j'ai lu, et plus j'ai compris ce qu'était un iconoclaste, et plus je crois que je comprends vraiment ce que je fais ici. Et donc, pourquoi je suis ici ? Parce que je dois rentrer dans la catégorie, peut-être un peu originale des iconoclastes sélectionnés par Benjamin Chaminade, et j'en suis très fier, hein, je le dis très, très humblement. Et oui, et donc je suis ici parce que je fais plein de métiers, plein de choses différentes, et puis que peut-être je tiens pas en place non plus. La définition d'iconoclaste que tu as retenue, c'était laquelle ? Il y en a Alors, plusieurs. ce que j'ai retenu... Je préviens, on est dans un café, il est 21h, et c'est le moment où on fait la vaisselle. Voilà, donc, mais ça, c'est ce qui donne un peu le charme du moment et du bruit qu'on entend. Alors, la définition que j'ai retenue d'iconoclaste, c'est un personnage qui a plusieurs activités, et puis qui n'arrive pas à garder le même schéma, le même format qui se répète, qui se réinvente en permanence. Comme on en a parlé un petit peu avant, comme je suis en quête de l'iconoclastie, de l'iconoclasme. Tu es un iconoclastologue. Voilà, très bien. J'essaie de comprendre ce que c'est. J'essaie de comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un iconoclaste et un zèbre, un truc à la mode depuis 2-3 ans, et la différence même avec un anticonformiste, si c'est différent. Donc, pour l'instant, je suis vraiment dans le noir. Dans la recherche. Je suis dans la recherche. Dans la prospective. Voilà. Donc c'est pour ça que je sélectionne des personnes. Pour l'instant, l'angle que j'ai, c'est l'angle de personnes qui ont eu plusieurs activités dans leur vie. Ouais, bon, là, je rentre dedans, complètement. Et souvent, une question que je suis obligé de poser, par laquelle je commence, c'est dans la petite enfance. Oui. On va faire de la psy, je te Parlez-nous de rassure. votre mère. Oui, un petit peu ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que certaines des personnes que j'ai interviewées n'ont pas forcément été bien accueillies en étant petits. Oui. Est-ce que ça a été ton cas ? Oui. Génial, je tiens quelque chose. Oui, non, mais c'est marrant parce que j'en parlais hier, justement, C'est dans vrai ? un autre cas, tout à fait. Est-ce que tu veux bien en parler ? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vraiment amusant parce que je racontais ça hier à l'occasion d'un dîner, que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je ne rentrais dans aucune case. Alors, au-delà de rentrer dans aucune case, le système scolaire, qui est quand même un petit peu la nourriture du jeune, de l'enfant jusqu'à ses 16-17 ans selon le cas, moi ce système scolaire a été toujours un véritable... C'était même pas une prison, c'était une incompréhension. On ne comprenait pas ce que j'y faisais, et le système scolaire ne comprenait pas ce que je faisais dedans non plus. Donc on avait une totale incompréhension entre moi et le système scolaire et Dan Leclerc. Alors c'était une incompréhension pour moi, mais également pour mes parents et pour tout mon environnement, parce que je ne comprenais pas ce que j'y faisais. Et ça a été... à la limite même du traumatisme, parce que je pense que je peux employer le mot, ça a été traumatisant pour moi,
parce que je comprenais pas à quoi ça servait. Et comme j'essayais en permanence de sortir du cadre, mais je faisais pas exprès, je me forçais pas à ça, c'était comme ça. Et ben mes professeurs, mes maîtres, tout le bruit est sympa à côté, c'est génial. On entend des bruits incroyables. Donc toujours est-il que ce système scolaire a été pour moi a été traumatique. Parce que je savais pas comment m'en sortir, ni comment y rentrer d'ailleurs, parce que je ne sais même pas en sortir. Concrètement, comment ça se passait ? C'est-à-dire que tu as essayé de te sauver ? Est-ce que les profs ne t'aimaient pas ? Je vais vous raconter une histoire qui a été très difficile pour moi quand j'étais en CE1 ou CE2. J'étais au fond de la classe et mon institutrice m'avait dessiné au tableau en me disant que j'étais Dan l'âne. Et autant vous dire que ça a été extrêmement traumatique. J'avais un copain qui s'appelait Arnaud, elle l'avait aussi dessiné parce qu'il était comme moi, elle l'avait surnommé Arnaud Levaux. La bêtise, la méchanceté et la nullité de cette institutrice a marqué vraiment mon existence parce que quand je ne comprenais pas les exercices, que je savais à peine colorier dans les pourtours des frises qu'on avait à faire, et ben c'était une douleur. Tous les jours, c'était une douleur pour moi. C'était la douleur, l'apprentissage était une douleur. D'ailleurs, à ce propos, la musique que j'utilise pour ce podcast, c'est en anglais, et dans les paroles, il y a nous sommes ceux qui dessinent en dehors de la ligne. Ah, c'est joli ça j'adore. Ça me parle forcément. Oui, même quand on fait de la musique, il y a des notes qui sortent de la portée. Je crois que j'étais ces notes en dehors de la portée. Donc ce sont ceux qui décident entre les lignes. Comment ça s'est passé avec tes parents ? Très difficile aussi, parce que moi je suis issu d'une famille. Mes parents, mon père était chef d'entreprise, ma mère était secrétaire médicale et il fallait être dans le rang. Il fallait surtout pas faire de vagues. Et quand j'ai commencé à vouloir faire de la magie, quel âge j'avais 14 ans. Mon père je suis rentré à la maison, j'ai dit je vais être magicien et puis j'ai été accueilli avec une paire de baffes. Il m'a dit non, tu seras pas magicien, ça c'est pas un métier. Et ma mère était absolument complètement paniquée à l'idée qu'il puisse avoir un saltimbanque dans la maisonnée. Et mes parents m'ont dit tu feras des études et puis tu prendras la suite de ton père, comme ça s'est toujours fait dans la famille. Donc en fait, mes parents ne me comprenaient absolument pas. Et moi je les comprenais pas non plus parce que je comprenais pas pourquoi on voulait tellement me mettre un couvercle sur la tête. Oui, en plus, tu avais déjà dessiné ta direction. Oui, moi je savais où je voulais aller, mais j'ai pas eu le droit d'y aller. 2, j'ai pas été encouragé à y aller. Et 3, on m'a complètement conscrit dans tout ça. J'avais pas d'autre choix que de suivre ce qu'on pensait être bien pour moi. D'accord. À quel moment est-ce que tu t'es dit ça concrètement ? À quel moment est-ce que tu t'es dit que finalement, tu n'avais pas le choix et que le système n'était pas le tien et que finalement, peut-être que tu n'étais pas seul dans ce cas-là ? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu étais vraiment seul ? Non, j'étais vraiment seul. Il y a 25 ans, j'étais vraiment très très seul. Et j'ai été seul assez longtemps parce que pendant 15 ans de ma vie professionnelle, comme je ne travaillais pas à l'école, on m'a dit on va te mettre en apprentissage. Donc mon père m'a dit tu vas apprendre un métier, comme ça va te faire un peu les pieds. Et puis il m'a dit tu seras boucher. Parce que lui il pensait que ça serait un bon métier pour moi. L'idée de me dégoûter un peu d'un métier manuel pour ensuite me ramener dans le droit chemin. Mais ça s'est pas passé exactement comme prévu parce qu'il a oublié, il a un truc auquel il n'avait pas pensé, c'était qu'il allait mourir. Et 1 an après le début de mon apprentissage, mon père meurt et me laisse, moi et ma sœur et ma mère, dans une situation psychologique et émotionnelle où le guide en fait était parti. Et donc tout s'est détruit autour de moi. Et pendant 15 ans, je me suis vraiment retrouvé seul, où je ne comprenais pas et j'étais pas au bon endroit. J'étais jamais à ma place. Ouais, jusque-là, c'est pas encore ça. Et donc cet apprentissage, tu l'as finalement mené jusqu'au bout ? Je l'ai mené jusqu'au bout. Je l'ai mené jusqu'au bout parce que il y avait la figure du père qui avait dit qu'il fallait que je fasse ça. Et donc comme une espèce de devoir, je n'avais pas d'autre choix. Mon père avait dit que c'est lui qui avait raison, donc j'allais continuer la voie et ma mère, toute la famille, même c'est pas juste ma mère, ma grand-mère, toute la famille s'y est mise. Ton père aurait dit que. Et pendant 15 ans j'ai entendu ça. Ton père aurait dit, ton père aurait fait, ton père aurait pensé et donc tu fais comme ton père aurait dit. Et c'est un poids horrible. Et donc, mesdames et messieurs, je vous présente Dan Leclerc, boucher à Strasbourg. Voilà, à 15 ans, boucher à Strasbourg. Et en même temps, je faisais de la magie. Donc ça, j'ai quand même réussi à faire de la magie à côté. Comment est-ce que tu t'es formé ? Comment tu as appris d'ailleurs en parallèle avec des bouquins. À l'époque, il n'y avait pas de cassettes, il n'y avait rien du tout. Il y avait des cassettes américaines qui coûtaient 400 francs à l'époque, la cassette, et qui étaient très inaccessibles, très underground. Et je me suis formé avec des bouquins, des amis, des gens qui, à chaque fois, j'allais grappiller chez tous ceux qui connaissaient peut-être un petit tour de magie ou quelque chose à me montrer. Et puis, je suis très vite devenu, dans mon entourage, à l'école, partout où j'allais, j'étais le magicien.
Et 25 ans après, ça a continué parce que j'en ai à un moment décidé d'en faire mon métier. Contre vents et marées. Alors qu'est-ce qui t'a déclenché pour que t'en fasses ton métier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un rejet de quelque chose ou c'est d'un seul coup t'as un client et il te disait Non, en fait, oui, en quelque part c'est un rejet. Ma carrière professionnelle dans le commerce alimentaire, dans la boucherie, dans tout ce qui était alimentaire durera une petite quinzaine d'années. Et j'ouvre ma propre boucherie à 25 ans. 25 ans, 10 ans après, j'ouvre ma propre boucherie. D'accord. Je me marie. Alors, Ouais, tu l'as choisi ou pas? Oui, je l'ai plus ou moins choisi. Je l'ai plus ou moins choisi, je tombe en... Je sais pas si j'étais amoureux en fait, la réflexion après avec le final j'en sais rien, mais je me marie avec la femme que je rencontre quand j'ai 17 ans, elle en a 15, et nous restons ensemble une dizaine d'années, et j'ouvre ma boucherie avec elle parce que mon père n'était plus là, je cherchais une figure familiale, et puis je cherchais à trouver une famille, j'ai trouvé une femme avec une famille qui me convenait, et puis je me suis dit bon bah on va aller vers ça. Mais le drame dans cette histoire c'est qu'elle aimait pas la magie. Et elle m'a jamais supporté au sens soutien du terme dans mon envie artistique. Mais ça, je l'ai compris que plus tard, évidemment. Plus tard égale trop tard. Plus tard égale trop tard, exactement. Plus tard égale trop tard. Donc, malgré tout, là, donc tu gérais ta boucherie et tu Gérais ma gérais boucherie ta carrière. Est-ce qu'on pouvait appeler ça une carrière? Non, parce que j'avais pas le droit. Quand je faisais de la boucherie, les gens me disaient autour, non, mais magicien, c'est pas un métier. Tu dois te concentrer sur ton vrai travail. C'est la boucherie. Ça, c'est de la magie. C'est pour, tu vois, c'est pour s'amuser. Et puis, c'est pas bien de s'amuser. Tu vois, donc, on travaille et le travail c'est dur. Ça, c'était les drivers qui ont été profondément inclus dans ma vie. Pour revenir au début, est-ce que tu as eu un élément fondateur qui a créé cette dissonance entre ton environnement familial et ta façon de voir le monde? Je crois que mes parents étaient tellement rigoureux et tellement organisés et stricts que moi j'ai eu une espèce de déclic inverse. Je me dis, je ne me reconnais pas dans ça. Mais ça, je sais le dire avec le recul parce que sur le coup, je comprenais pas. Mais c'était pas juste mes parents, c'était mes grands-parents, aussi bien maternels que paternels. J'étais encadré de tous les côtés et personne dans mon entourage n'a su détecter ni n'a su tenter de comprendre que ça pouvait être autrement. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc j'ai pas eu un élément à un moment, mais je crois que ça a toujours été en moi. Donc tu es bouché. Je suis À bouché. quel moment est-ce que tu crées une faille pour que la magie puisse s'engouffrer et prendre de plus en plus de place? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière assez bizarre. Je bosse comme un fou du matin jusqu'au soir. J'ai 2 jeunes enfants. Et j'embauche un ancien collègue de travail avec lequel j'étais en apprentissage. Et régulièrement, ce collègue vient chez moi et me dit « Je vais emmener ta femme à la chasse ». Parce qu'il aimait chasser. Et puis moi, j'étais content qu'elle parte un petit peu s'aérer. Et il l'a tellement bien aéré qu'à un moment, ce collègue est parti avec ma femme de l'époque. Et donc tout ça s'est passé sous mon nez, mais je n'ai rien vu venir. Et je me suis posé la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je délaissais ma femme? Pourquoi est-ce que ma femme m'a délaissé? Et où était le juste milieu? Et ce juste milieu, c'est en fait en étant une espèce de mari bafoué et trompé, je me suis offusqué. Parce que c'est normal, parce que tu t'offusques quand c'est comme ça. Mais je me suis pas posé la question de pourquoi est-ce que tout partait en cacahuète. Et avec le recul, donc j'ai divorcé. Et c'est au moment de mon divorce que je me suis réacclimaté à la magie par un de mes copains qui s'appelle Patrick Cohen qui m'a un jour dit écoute, je te connaissais, tu faisais de la magie il y a longtemps, viens refaire de la magie pour mon entreprise et viens animer des trucs, je savais que tu fais ça très très bien. Et j'y suis allé, et j'ai trouvé ça, je me suis simplement reconnecté à quelque chose qui me manquait. C'est comme quand on enlève une pièce d'un puzzle, il manque un morceau. Ben moi ce morceau, il a fallu que quelqu'un vienne et me dise ce morceau c'est moi qui l'ai. Tu vas le reconnecter et tu vas le reprendre, et ça a été le déclic et ça s'est plus jamais arrêté. Quel âge? Et là j'avais 29 ans. Donc 29 ans pour que tous les verrous sautent Pour que- enfin arriver vers... Que les verrous commencent à sauter, et ça a été une autre rencontre qui va m'ouvrir la voie du coaching, du développement personnel et puis de l'écoute de soi. C'est la maman d'une copine de classe qui était coach, je savais pas ce que c'était, qui un jour me dit écoute, je sais que tu es magicien, viens avec moi, je vais t'emmener faire une formation pour que tu illustres mes propos. Moi je savais pas ce que c'était une formation, je savais pas comment ça marchait. Et c'est au moment où je venais de fermer la boucherie, j'étais en train de divorcer, enfin j'avais divorcé, c'était une horrible période. Et cette femme a révélé en moi ce que personne n'avait vu ailleurs, c'est-à-dire un talent. Et surtout, elle a mis de la bienveillance, comme une main tendue. Si j'étais un peu croyant, je dirais la main de Dieu est venue et s'est posée sur moi. Mais vraiment, elle a eu confiance, elle a cru en moi et elle a révélé ce que je savais faire.
Et ça s'est plus jamais arrêté. Belle histoire. Voilà, et j'ai jamais oublié ça, parce que chaque fois que je peux et que je vois des gens qui sont dans une situation qui ne semble pas favorable, à chaque fois je me dis, mais attends, il y a toujours quelque chose de bon derrière, encore faut-il être capable de pouvoir le révéler et de le sortir. Je crois qu'on va être foutu dehors, c'est ça ? Est-ce que vous fermez ? Vous êtes en train de fermer ? Voilà. Donc nous avons changé de café, on fait ça on the go. Donc tu en étais où quelqu'un t'a donné un coup de main pour révéler ton talent. Révéler mon talent, révéler qui je suis, et je ne l'ai jamais oublié, parce que c'est quelque chose que j'ai en permanence en tête, c'est pouvoir aider les gens, pouvoir retransmettre cette chance qui m'a été donnée et qui est véritablement je crois une opportunité. Quand on a eu la chance d'être secouru ou d'être révélé, ça se transmet. Voilà. Donc je suis très dans la transmission et dans la révélation, on va dire ça comme ça. Ainsi commence ta seconde carrière. Ainsi commence ma seconde carrière, et je me rappelle très bien de premières interventions où j'étais évidemment très stressé, parce que c'est la première fois que je parlais à des professionnels, que je partageais de l'expérience. J'évoquais un certain nombre de parallèles entre les métiers artistiques et les métiers, d'autres métiers professionnels, quels qu'ils soient. Et ça a été une véritable révélation qui n'a eu de cesse depuis 10 ans maintenant. Avec à chaque fois des évolutions, des idées, des complémentarités, et surtout beaucoup de bonheur et de plaisir. Cette partie magicien va se compléter, va y se passer d'autres choses ? Parce que tu vas pas rester magicien avec le même numéro et puis à la fin t'es à tailler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un moment dans ma carrière de magicien qui a tout changé. J'étais à la croisée des chemins entre la boucherie et mon nouveau métier. C'était en 2009, avec l'invention qui m'a fait faire le tour du monde du bretzel magique. Et ce bretzel magique, ça a été une... Tu peux expliquer rapidement le jeu. Voilà, ça a été parce que le podcast est très visuel, donc tu peux expliquer. Le podcast est très mais je pourrais faire la démonstration à d'autres moments. Donc le bretzel magique, c'est une invention, c'est un tour de magie avec un bretzel, c'est un truc qui sert à rien, mais qui est très impressionnant, parce que j'enclave 2 bretzels l'un dans l'autre, et c'est ce qui m'a permis de comprendre et d'expliquer tous les processus inhérents à la magie, à la communication et à la relation dans l'entreprise, en prenant les problèmes à l'envers. J'ai demandé à Dan Leclerc de venir sur ce plateau. Dan est magicien, et dans un mois, ce magicien va participer au Salon mondial de la magie. Et il a inventé un nouveau bretzel magique. Partant d'une impossibilité, comment est-ce qu'on arrive à trouver une solution ? Et c'est ce qui a révélé ma créativité. Et ça a changé ma vie, en réfléchissant sur le bretzel, en réfléchissant sur le processus créatif, que j'ai vraiment porté un regard sur les organisations et l'entreprise de manière originale et innovante. Et c'est avec ça que tout a commencé. Et de ça, je me suis donné l'appellation, entre guillemets, de magicien, mais pas que. Et c'est comme ça que le mais pas que est arrivé dans ma vie. Ce pas que, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc tu as le bretzel, tu approches les entreprises, tu comprends pas mal de choses que tu ne comprenais pas, avant de ta boucherie. Et de là, qu'est-ce qui se passe ? Et alors de là, je commence à faire des sessions de formation. Et je commence à former des gens dans l'entreprise sur le management et la communication. Sujet que 6 mois auparavant, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'avais jamais vu ou jamais vraiment pratiqué. Mais je comprends vite que je comprends comment ça marche et ce qu'il faut dire, et surtout ce qu'il faut dire aux entreprises et aux gens pour que ça soit accessible et pragmatique dans l'entreprise. Et très vite, en faisant des sessions de formation, je me rends compte qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle des conférences. Je rencontre comme ça un certain Benjamin Cheminade qui m'impressionne beaucoup. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire, ce garçon, en 1 heure, 1 heure et demie, il dit ce que moi je raconte en 1 journée. Et je comprends à ce moment-là que plus je réduis mon temps d'intervention, plus je peux augmenter mon prix, tout en disant la même chose. Et plus je suis valorisé, et plus on va me redemander. Et c'est comme ça que je suis passé de formateur à conférencier. Et alors quand j'ai commencé à conférencer dans les entreprises, il s'est passé un truc très marrant. Souvent les présentateurs me demandaient, mais comment est-ce qu'on te présente ? Je dis, écoutez, je sais pas. Vous dites magicien, mais... Et puis sinon, écoutez, vous savez quoi, dites rien, je vais me présenter moi-même. Et en commençant à me présenter moi-même, j'ai commencé à présenter les autres. Et j'ai commencé à grappiller morceau à morceau tous les métiers de la convention et du séminaire d'entreprise, en devenant non plus le magicien ni le conférencier, mais le facilitateur, le journaliste et l'animateur de la conférence. Et là, j'ai compris qu'il y avait encore des volumes d'affaires beaucoup plus intéressants. Et puis j'ai commencé à encore mieux gagner ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à concevoir, organiser, logistiquer,
coacher les différents intervenants qu'il peut y avoir dans une convention, jusqu'à conseiller et organiser l'ensemble d'une convention et d'un séminaire d'entreprise. Tout ça en apprenant au fur et à mesure ou tu avais de l'aide? Aucune aide de nulle part, c'est de l'apprentissage totalement sur mesure et sur le tard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais une compétence, je l'assimilais. Et quand on me mettait face à une question que je ne connaissais pas, je dis pas de problème, je vais trouver une solution. Et je commençais à vendre les produits qui n'existaient pas et que j'apprenais au fur et à mesure en ayant toujours la politique de ça n'existe pas, ben je vais le faire. Et tu étais toujours sur le bretzel à ce moment-là? Et j'étais encore sur le bretzel, mais j'avais décidé assez vite après mon passage à l'Olympia, qui a été mon dernier passage avec le bretzel à la télé, avec Laurent Ruquier, de ne plus le diffuser, de ne plus le faire en vrai, mais de laisser la magie de la communication opérer, parce que finir en beauté sur la scène de l'Olympia avec Laurent Ruquier dans une émission de télé et le bretzel, je ne pouvais pas mieux rêver comme sortie. Et je me suis dit, tout ce que je ferai après ou en complément, ça ne sera jamais aussi bien que cette prestation qui, au-delà d'avoir été difficile sur le plan émotionnel... T'étais avec des connards en fait. J'étais avec des connards, oui. Je crois qu'on peut le dire, c'était des vrais connards. Je ne citerai pas les noms. J'aimerais maintenant accueillir quelqu'un qui est un magicien, à qui François avait consacré une page entière, parce que ce magicien avait inventé un tour incroyable. Les bretzels. Ah, avec les bretzels, oui. Les bretzels. Voici Dan Leclerc qui va enfin faire ce tour de magie. Et je me suis dit, bon, ça c'est ma com. Avec ça, je vais pouvoir continuer. En même temps, t'en avais marre de ce bretzel. Et j'en avais marre de ce bretzel. Je pouvais plus le sentir, je pouvais plus le voir. Et c'est marrant parce que 10 ans après, on continue de m'en parler, on continue d'y faire référence. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, on continue de me demander comment ça marche. Je continue de parler autour du processus qui a été créatif autour de ce bretzel. Et puis, au-delà de ce fait, je m'en amuse parce que c'est drôle. Donc ça, c'est la fin de la phase bretzel. La phase bretzel. Parce qu'il y a beaucoup de phases. Depuis que je te connais, je les suis, c'est assez impressionnant. Parce qu'on se ressent beaucoup là-dessus. Ensuite est arrivée la phase Jean-Georges ou j'en manque une? Oui. Alors la phase Jean-Georges, c'est assez amusant. Je suis... Jean-Georges, c'est un personnage complètement fictif, un personnage de faux serveur. C'est un stagiaire du Pôle emploi qui prend ses missions dans les restaurants gastronomiques et qui apprend le métier de serveur, mais malheureusement il n'est pas très doué pour ça. Alors comment c'est venu cette histoire? Un jour, toujours ce fameux même Patrick Cohen, celui qui m'a un jour m'a remis de la boucherie à la magie, me dit écoute, dans mon entreprise, les gens ils t'adorent, il faudrait que tu viennes faire des tours de magie, mais ça faisait 3 ou 4 ans que j'arrêtais pas de leur faire des trucs, et au bout d'un moment je savais plus quoi faire parce que j'avais montré tout ce que je savais faire. Et je lui dis écoute, j'ai une idée, j'ai une fois vu un comédien faire le faux serveur, je vais faire le faux serveur pour ton entreprise, mais je vais me faire grimer complètement, je vais me faire changer de tête, et puis on va voir si ça marche, je vais les piéger avec ça. Et je me suis fait complètement... J'ai une vidéo aussi qui montre mon changement de tête où je me suis fait mettre une perruque et une barbe poil à poil par un perruquier posticheur de l'Opéra du Rhin pour ne pas être connu, une fausse barbe avec des faux cheveux, enfin la totale. Et donc j'ai commencé à faire des bêtises dans ce personnage de Jean-Georges sur lequel j'ai beaucoup communiqué pendant quelques années et personne ne m'a reconnu et puis je faisais marrer tout le monde. Et donc ça faisait rire tout le monde que je joue le rôle de faux serveur, mais les gens ne savaient pas, c'était une véritable imposture. Et c'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec beaucoup de chefs étoilés. Donc j'ai commencé par des restaurants normaux, ensuite des restaurants gastro, après je suis monté dans des restaurants étoilés. Et puis je suis arrivé comme ça chez Ducasse, chez Régis Marcon, chez Trois Gros, enfin chez plein de chefs étoilés. Et comme le Jean-Georges, le faux serveur marchait super bien, à un moment ils m'ont demandé de faire de la formation pour le service en salle et pour coacher la relation entre les cuisines et la salle qui avait toujours beaucoup de problèmes de comportement et de relations. Et c'est comme ça qu'à faire des bêtises en salle, en imposture en tant que comédien, j'ai commencé à accompagner et à coacher et à accompagner les dirigeants des chefs étoilés dans les restaurants. Et c'est comme ça que je me suis fait un réseau de fous dans la gastronomie, jusqu'à aller au Japon, en Chine, pour des grandes maisons. Donc là, il n'y avait plus de magie, c'était vraiment de la relation. Il n'y avait absolument plus de la magie, de la c'était communication. que de la relation qui exhumait véritablement de ce côté totalement irrationnel que j'avais avec les vannes que je faisais. En fait, j'étais comme un gosse qui appuyait là où ça faisait mal. Et naturellement, les gens ils montaient très très vite en température. Et très très vite, je savais où il fallait appuyer pour avoir des réactions et surtout pour anticiper ces réactions. Et après, ça devenait une véritable, comme une cartographie des réactions émotionnelles à avoir. Question directe, c'est ce personnage qui t'a donné envie de faire de la scène ou c'était déjà le cas avant? Non, j'avais déjà l'envie de faire, mais je savais pas comment. Et en fait, ce personnage m'a permis
de m'exprimer complètement, parce que derrière Jean-Georges, il y avait Dan, et dans Jean-Georges, il y avait toutes les vannes, toutes les ironies, toutes les blagues un petit peu vaseuses que j'avais en moi. Jean-Georges pouvait les dire. Donc c'était vraiment mon avatar, et je me servais de lui pour balancer tous les trucs les plus fous que je pouvais avoir. Alors, j'ai eu des histoires absolument incroyables. Je me suis fait plaquer au sol par un service de sécurité du ministre de la Culture dans une soirée au château de Versailles. Et comme je portais un dentier, au moment où j'ai enlevé mon dentier, je leur ai dit c'était une blague, ils ont cru que j'étais un terroriste. Je me suis fait plaquer au sol. On m'a arraché mes vêtements parce que je déconnais tellement, et les gens croyaient que c'était vrai, quoi. Et donc on m'a arraché mes vêtements, on m'a dit de partir. Enfin, j'ai eu des situations très très cocasses, très très drôles. Parfois j'ai failli me prendre des pains sur la figure, mais alors c'est passé vraiment pas très loin de me faire tabasser. Mais parce que j'ai ce côté très irrévérencieux qui était à l'intérieur de moi et que je me permettais grâce à ce personnage. Et là, les choses sont allées encore plus loin. Après, c'est allé plus loin encore. Je passe à l'étape numéro 4, voilà. Qui me semble être l'hypnose. Tout à fait. En fait, c'est arrivé d'une suite logique. Finalement, la magie, l'humour, Jean-Georges, ça touchait un point spécifique, c'est l'émotion. Et moi, je suis un garçon très sensible, et l'émotion, c'est quelque chose qui est très difficile à faire émerger, à rendre pragmatique. Et pourtant, c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude de se connecter. Alors on mesure le quotient intellectuel depuis presque 100 ans, et le quotient émotionnel, on ne le mesure scientifiquement que depuis une vingtaine d'années. Et l'émotion, c'est le moyen le plus sûr d'être juste et d'être en accord avec soi-même. Et finalement, tout ce que je faisais était en lien avec l'émotion. Et pour comprendre l'émotion, c'est dans le cerveau que ça se passe, c'est les connexions neuronales. Je me suis intéressé aux neurosciences. Et alors, dans les neurosciences, si je mêle neurosciences et magie, ça donne la neuromagie. Et la neuromagie, finalement, le graal ultime de la neuromagie, c'est le contrôle de l'esprit. Donc c'est même pas le mentalisme, c'est vraiment l'hypnose. Comme tout le monde, j'ai été fasciné par l'hypnose parce que j'ai vu des hypnotiseurs, et je me suis demandé, mais finalement, comment ça marche, comment c'est possible de pouvoir endormir quelqu'un. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait des formations. Pendant plusieurs années, j'ai beaucoup travaillé sur l'hypnose, en essayant de réduire au maximum le temps d'impact, c'est-à-dire pas de pré-talk, pas de pré-show, pas d'explication pendant 25 minutes, une demi-heure sur qu'est-ce que c'est l'hypnose. C'est bonjour, je suis hypnotiseur, je vais vous hypnotiser, et en moins de 10 secondes, les résultats garantis, les gens dorment. Et je suis passé de la phase de performeur d'hypnotiseur à dire c'est grâce à moi que ça marche, à passer à l'étape de dire c'est grâce à moi et grâce à vous, public. Et au final, maintenant, j'en suis à l'explication qui est de dire ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à vous et moi, c'est grâce à vous que ça fonctionne, et uniquement grâce à vous. Et moi, je ne fais que révéler ce qui est déjà là. Et ça, c'est, je pense, beaucoup plus honnête, le fruit véritablement de l'expérience et de l'envie de le partager, de ne pas mentir, de ne plus mentir. Parce que l'hypnose, c'est aussi une véritable transparence, c'est un vrai partage. Et si vous le faites d'une manière détournée ou au service de quelque chose qui n'est pas quelque chose de bienveillant, ça ne fonctionne pas. Donc c'est-à-dire que là, tu ne faisais pas de l'hypnose de magie, tu faisais vraiment de l'hypnose. Ouais, je faisais vraiment de l'hypnose. C'est-à-dire je faisais utiliser le potentiel intellectuel, émotionnel de chacun des personnages qui sont présents dans la salle, des spectateurs. Et ça, pour moi, c'est le summum, parce qu'il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de tronquerie, il y a un performeur avec un public, et les deux vont faire ensemble quelque chose. Ils ne le savent ni l'un ni l'autre ce que ça va donner, mais ils vont le faire parce qu'ils ont envie de le faire. Et comme disait mon copain Sylvain Miroff, l'humour c'est comme l'amour, il faut deux partenaires consentants. Pour l'hypnose, c'est exactement la même chose, il faut des partenaires consentants. Mais consentants, bienveillants, et pour qu'on y prenne du plaisir, sans qu'il n'y ait à aucun moment de dégradation, ni de pensée qui soit de traviole. Quelque chose de convivial, de sympa, évidemment d'impressionnant, et finalement c'est la révélation de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire, et se dépasser dans des conditions agréables et quelque part incroyables. Donc tu continues sur l'hypnose ou de nouveau c'est la fin d'une étape? C'est la fin, oui, ça y est, on est de nouveau à la fin d'un cycle. Alors c'est la fin d'un cycle pour deux raisons. La première, c'est que depuis quelques années, l'émergence de Mesmer et de ses disciples, ou de ses condisciples, ou codisciples, a été très importante. C'est-à-dire que tout le monde fait tout et n'importe quoi. Donc il y a de plus en plus d'hypnotiseurs, de mentalistes, de magiciens, de jeunes, de moins jeunes. Tout le monde fait sans vraiment savoir-faire, sans en connaître les arcanes, et sans ce que moi j'appellerais avec rigueur et avec justesse. Non pas que je me prémunis d'être le sachant, mais il y a trop de monde qui font trop de choses, et ça devient, j'aime pas être mêlé dans cette masse. Et l'année dernière, il m'est arrivé des histoires
je n'étais plus en accord avec mes spectateurs et les spectateurs avec moi, avec des gens qui ont commencé à porter sur moi le regard de l'hypnotiseur qui avait le pouvoir de changer leur vie. Et ça m'a fait flipper, hein, j'ai eu peur. J'ai des gens qui sont venus me voir, j'ai tout de suite compris que vous avez un pouvoir, j'ai un problème, mon fils est malade, j'arrive plus à... Enfin, j'ai des problèmes de santé, est-ce que vous pouvez venir m'aider ? Et là je me suis dit, attends, ils sont en train de me prendre pour ce que je ne suis pas, et je ne voulais absolument pas rentrer dans cette catégorie, et encore moins tromper les gens. Et j'ai dit, maintenant je crois que c'est l'heure pour moi venue de tourner la page et de passer à autre chose, et de laisser cette vie derrière moi. Alors je suis capable encore d'en faire vraiment quand c'est nécessaire, ou quand je sens que ça va avoir un impact et que les gens sont prêts à le recevoir, mais pour une masse trop importante ou pour des gens qui n'auront pas été sensibilisés à la démarche, je ne veux plus faire. Et voilà la fin de cette étape. La fin de cette étape, encore une. Alors, où est-ce qu'on en est là ? On est à quel âge ou on est à quelle époque ? Alors là, on est à 40 ans. Il y a eu donc 4 grands cycles dans ma vie. Et encore une fois, une rencontre me fait émerger un talent et une envie qui étaient enfouis en moi depuis ma plus tendre enfance. C'est-à-dire que je commence la magie à 15 ans, et avant 15 ans, j'ai un rêve. C'était pas celui d'être magicien, c'est celui d'être chanteur d'opéra. Et quand j'ai 13-14 ans, je rêve d'être chanteur d'opéra. Et la magie vient et me prend ça, mais j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours écouté de la musique classique, j'ai toujours écouté de l'opéra. Là, je rencontre un chef de chœur, le chef de chœur de la grande synagogue de Strasbourg, qui me dit, écoute, je fais un concert et j'aimerais que tu lises les textes que j'ai écrits pour pouvoir expliquer les musiques, des musiques liturgiques que je vais faire avec mon ensemble. Et moi, je suis un grand amateur de musique liturgique, qu'elle soit chrétienne, juive, protestante, enfin tout ce qui est musique liturgique, j'aime ça, ça me touche, musulmane, ça me touche beaucoup. Parce que c'est beau, tout simplement parce que c'est beau. Pas parce que pour ce que ça raconte, mais parce que c'est beau. Et je lis ces textes, et quand je lis ces textes, en fait, c'est pas drôle du tout. Et puis ça m'enduit. C'est très intéressant, mais c'est pas drôle. Et je reprends ces textes et puis je les mets à la sauce d'Anne Leclerc, et puis je mets de l'humour, je raconte des trucs un peu marrants, et je présente ces textes lors d'un concert, ce concert pour lequel il m'avait demandé de participer. Et puis les gens se marrent, les musiques sont belles, et je me dis en sortant de ce concert, qu'est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que ça m'a plu cette soirée qu'on vient de passer. J'aimerais bien aller plus loin. Puis j'en parle à ce chef de chœur qui s'appelle Hector, et je lui dis, écoute, c'était vachement bien, mais on peut faire mieux et on peut organiser ça un petit peu plus professionnellement. On se met autour de la table et on commence à écrire ensemble et à sélectionner les musiques et les chants qu'on imaginerait dans un spectacle dont on ne connaît pas encore le nom, mais dont on a une idée de trame. Et ce spectacle qui s'appelle Mozart, la truite et Rabbi Jacob, il est le fruit de la rencontre entre ce chef de chœur et moi sur ce concert. Et on est parti du principe qu'il y a des musiques qui sont super connues, et ces musiques connues, des grands compositeurs, Mendelssohn, Mozart, Rossini ou encore Offenbach, tous ces compositeurs, à un moment, c'est musicologiquement prouvé, ont croisé ou ont travaillé d'autres compositeurs juifs, et chacun s'est inspiré de l'un et de l'autre. Alors c'est pas un spectacle prosélyte, mais il y a des espèces de croisées incroyables qui, quand on regarde un petit peu de plus près, donnent des choses qui peuvent être un petit peu surprenantes. Alors je donne un exemple. Dans la liturgie du Shabbat, dans la religion juive, il y a un air qui est très connu qui s'appelle le Rododi, qui dit que « Viens, entre, ô ma fiancée, ô fiancé du Shabbat ». Donc c'est un chant d'accueil du Shabbat. Et ses origines sont assez lointaines, c'est kabbalistique, plutôt le Moyen-Âge. Il y a un air en parallèle de Mozart dans Les Noces de Figaro, qui s'appelle Voi che sapete che cosa per amor, vous qui savez, parlez-moi d'amour. Et Les Noces de Figaro ont été écrits par un librettiste qui s'appelait Lorenzo da Ponte. Et Lorenzo da Ponte, c'était un juif converti au catholicisme, parce qu'à l'époque, beaucoup de juifs étaient convertis au catholicisme. Quand on prend la musique de Mozart et qu'on prend les paroles de Voi che sapete che cosa per amor dans Les Noces de Figaro, on a en fait remplacé les paroles d'origine en italien par le texte en hébreu,
Et le texte en hébreu colle parfaitement avec le texte en italien. Donc on a repris la musique de Mozart, on a imaginé que Mozart et Da Ponte avaient échangé leur culture d'origine, et on a fait une adaptation, ce qu'on appelle un pastiche, absolument incroyable, avec le chant en hébreu et la musique de Mozart. Et ça donne des trucs incroyables. Et ce qui est génial, c'est que dès qu'on chante, dès qu'on met ces extraits, je proposerai à nos auditeurs de les écouter, on fait écouter ça tout de suite. Si on demande à quelqu'un, ça vous parle, ça peut dire, ah oui, je connais, évidemment je connais. Ils reconnaissent la musique, ne comprennent pas la langue, ils ne savent pas si c'est de l'hébreu, de l'italien ou quel que soit le truc, mais Mozart a ce génie incroyable que dès qu'il met de la musique, c'est beau. C'est tout de suite magnifique. Et on a comme ça trouvé d'incroyables similitudes avec Mozart, avec Rossini, avec Mendelssohn, avec Schubert, avec Offenbach, dans des croisées absolument incroyables. Et j'en ai comme ça pendant tout un spectacle où je raconte ces croisées avec Carmen, avec Bizet. Et à un moment, il y a toujours un juif et un compositeur qui sont croisés et qui ont écrit l'un pour l'autre et de manière connue. Donner un exemple, Mendelssohn, celui qui a fait la marche nuptiale. C'est Félix Mendelssohn qui a composé la marche nuptiale. Son grand-père s'appelait Moïse. Il était appelé le Socrate juif ou le rabbin de la musique. Et son petit-fils, Félix, il a été converti au catholicisme. Donc il n'a jamais été juif, il n'a jamais écrit ni composé quelque chose en hébreu, sauf son dernier aria, qui est un oratorio qui s'appelle Elia, donc en référence au prophète Élie. Et Élie, c'est un des plus célèbres prophètes de la Bible. Il l'a écrit en allemand et la veille de la représentation, parce ça a été une composition pour le roi d'Autriche, le roi de Prusse à l'époque, la veille de la représentation, Mendelssohn meurt. Donc il n'entendra jamais son oratorio écrit au grand complet. En parallèle, même époque, quelques années près, Schubert, qui n'est pas juif, va écrire et transposer un psaume de Mendelssohn, du grand-père, le psaume 23, qu'il va traduire de l'hébreu en allemand et va le mettre en composition. Donc Schubert n'était pas juif, prend une composition d'un compositeur juif et le met en musique. Mendelssohn, qui n'était plus juif, mais qui est quand même, par son grand-père, n'a jamais écrit en hébreu, mais meurt la veille de la représentation de son oratorio, qui aurait pu être écrit en hébreu, mais qui ne l'a jamais fait, et ces croisées sont permanentes dans toute l'histoire de la musique. Et ce sont ces musiques et cette culture que l'on croise avec des choses absolument splendides et des référentiels que l'on retrouve et que l'on entend et que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc ça, c'est ta dernière phase. Voilà, ça c'est ma dernière phase. 2018. Je suis un peu volubile sur le sujet. Non, mais c'est passionnant. Donc. Maintenant, il semble que chaque fois que tu es au bout d'un parcours, au bout d'une activité, tu rencontres quelqu'un qui t'aide à passer à la suivante. Ou est-ce que c'est parce que tu es au bout d'un parcours que tu te rends ouvert à écouter ce que les autres ont proposé? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un te propose quelque chose que tu te dis, tiens, ça a l'air plus sympa que ce que je fais actuellement? Je crois qu'il y a un peu de tout. Je te laisse faire. Prends ça et débrouille-toi. Je crois que il y a vraiment un petit peu de tout. C'est assez marrant. C'est une question intéressante parce que je pense que je suis en ouverture permanente. C'est-à-dire je suis une espèce d'éponge. Je capte tout ce qu'il y a autour. Mais il y a la tendance du moment. Il y a l'envie de pas être dans le moule. Il y a une envie, très clairement. J'ai pas envie d'être assimilé. J'ai pas envie d'être comparé. J'ai aussi envie d'ouvrir la voie. C'est-à-dire que quand je sens une tendance, c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup été inspiré par ce que tu as fait, Benjamin, parce que toi, ta méthode de tendance, d'aller chercher la tendance, il y a la tendance, puis il y a la création de la tendance. Moi, je suis plutôt à créer la tendance, à avoir envie de créer la tendance. J'ai pas envie, c'est boss, n'imitez pas, innover. J'ai envie de creuser mon sillon et d'être leader d'opinion, c'est pas le mot, mais j'ai envie d'être le premier et c'est quand on fait du ski dans les montagnes, on aime bien, moi j'aime bien mettre ma trace et je crois que c'est ça qui me pousse, c'est mettre ma trace, ne pas regarder ce qu'il y a à droite ni à gauche, mais dire ok, là dans les 10 prochaines années c'est ça qui va se passer et c'est vers ça qu'il faut être. Alors je te propose de commencer les questions, j'appelle ça des questions à la con, mais elles ne le sont pas toutes, évidemment. Ça va quelque part, puisque c'est pour nourrir ma compréhension de ce que c'est que les iconoclastes. Bon. Je commence par celle-ci, qui est: quel est ton plus fantastique échec et ta plus décevante victoire? C'est une super question. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs fantastiques échecs. Mais je crois que mon plus fantastique échec, ça a été de plomber ma boucherie. Le jour où j'ai fermé ma boucherie, ça a été la mort dans l'âme. J'étais l'homme le plus honteux du monde parce que j'avais tout pour réussir. Mais en même temps, si j'avais pas fait cet échec, que je pense en plus avoir complètement induit,
d'un bout à l'autre. Jamais j'en serai là, jamais je ne serai l'homme que je suis aujourd'hui, et jamais je n'aurais, je crois, été aussi heureux que ce que je peux l'être maintenant. C'est une vraie leçon d'échec. Hein. L'autre question, c'était La plus décevante victoire. ma plus décevante victoire. Je me souviendrai toute ma vie quand c'est encore lié à la boucherie, quand j'ai obtenu l'emplacement dans lequel j'avais monté ma boucherie. Le bail, celui qui avait le bail c'était une ancienne épicerie, était en tôle, et j'avais fait signer le bail par le notaire en prison. Et qu'est-ce que j'étais heureux d'avoir pu dire le mec il est en prison parce qu'il avait fait des malversations, je ne sais lesquelles, le trafic de drogue, je ne sais quoi. Je me suis dit c'est moi qui vais l'avoir et personne d'autre. Tu vois, j'avais eu l'impression d'avoir une espèce de victoire, d'avoir pensé à un truc auquel personne n'avait pensé, et ça m'a apporté que des emmerdes. Ça a créé en même temps, ça a créé ma chute, et cette chute m'a ensuite permis de me relever. Comme si c'était une vision du destin. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un côté obscur à être iconoclaste ? Oui. Oui, il y en a un parce que... C'est très drôle ça aussi, parce que dernièrement, j'ai été contacté par un photographe qui, à la façon de Velázquez, voulait prendre en photo une série de personnages en montrant leur côté, vraiment leur côté dark, leur côté, le backstage. Qu'est-ce qu'on ne montre pas habituellement ? Et on a eu une vraie réflexion, un vrai échange là-dessus sur finalement qu'est-ce que je montre habituellement et qu'est-ce que je ne montre pas. Et ce que je ne montre pas, il y a forcément un côté obscur. Il y a un côté... Alors moi, j'ai pas de mélancolie en moi, mais j'ai évidemment un côté obscur. Et il le faut. Je pense même qu'il est nourrissant. Il faut le nourrir. Il est nécessaire à la créativité et à l'émergence de ce qu'on ne montre pas quotidiennement. Concrètement, je peux te donner un exemple, parce que l'idée c'est que l'iconoclaste est toujours en équilibre permanent. Oui. Donc à un moment il cherche quand même un contrepoids, quelque chose de stable. Oui. Là pour l'instant, la chose que j'ai identifiée chez quelqu'un que j'ai interviewé, c'était l'addiction. L'addiction à quelque chose. Oui. Moi je crois que j'ai mon côté obscur par rapport à tout ça. J'ai une espèce de... Moi c'est la revanche. J'ai deux revanches. J'ai la revanche des études. Comme j'étais pas fait pour le modèle, j'ai voulu à un moment... mon idée c'était de pouvoir... j'ai fait un diplôme universitaire de psychologie à la fac, et je donne des cours en Master 2 en commissariat aux comptes sur la communication pour des commissaires aux comptes. C'est toujours maintenant, 2018 ? Ouais, là c'est actuellement. J'ai monté un diplôme universitaire sur les relations publiques, et cette intervention en Master 2 pour un grand groupe d'audit financier. Ça a été mon côté obscur, c'était d'essayer de me rattraper mes échecs. Parce que j'ai été très très marqué par mes échecs. Et j'ai une espèce de course à la légitimité de l'intelligence. Je sais pas si c'est obscur ou pas, mais enfin pour moi c'est d'étudier en secret. Tu vois, parce que en quelque part j'étudie en secret des trucs... Ça va, c'est pas très dark quand même. Non, mais pour moi, c'est presque me renier, tu vois. Et je veux pas que ça sache. Sur l'audio, je te mettrai un bandeau noir sur les yeux. Oui, voilà. On te reconnaîtra pas. Quels sont les raccourcis que tu connais maintenant qui t'auraient fait gagner du temps ? Oh là là. Ne pas me mentir. Si c'était à refaire... Parce que c'est un peu ça la question aussi, les raccourcis, c'est pas me mentir et avoir plus de courage. Tout de suite. De ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de dire non, et d'accepter qui je suis. Tout de suite. Et ça c'est valable, c'est générique. Respectez-vous, acceptez qui vous êtes, sachez dire non, et par pitié, soyez honnête avec vous-même. Là, le savoir dire non, c'est envers ton père. Alors, pour commencer par ton père, non ? Je crois que c'est envers tout le monde. Ça aurait commencé avec mon père, mais l'environnement proche, pour moi, ça a été mon père, ma mère, ma grand-mère. J'ai eu un réseau de femmes autour de moi qui ont été très compliquées. Les femmes, dans la famille Leclerc, ont toujours survécu aux hommes. Tous les mecs sont morts à des âges relativement jeunes. Mon père a 44 ans, mon grand-père a 65. Mes grands-mères respectives, 90 et encore vivantes pour l'autre. Et je crois que savoir dire non à sa propre famille,
et surtout à soi. Non, je m'autorise à me dire non à moi-même. C'est se respecter finalement. C'est tellement important et c'est tellement compliqué. Mais on le sait pas quand on est. Je le savais pas et je dis on, mais c'est je. C'est vraiment je. Savoir dire non. Non, va pas si. Sois honnête avec toi-même. Ne fais pas ça. Et ça, je crois que c'est le plus grand raccourci que j'aurais pu le faire. J'aurais pu me l'offrir. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je transmets. Surtout respectez-vous. Faites ce qui est juste pour vous. Ça a changé quelque chose à ton côté iconoclaste d'avoir des enfants? Ça a changé. En fait, je crois pas, non. En fait, plus j'ai avancé, plus je continue à être dans l'iconoclasterie aiguë, et plus j'en suis fier, et plus je crois que mes enfants portent un regard aussi. Je crois qu'ils me poussent à ça. Et c'est devenu même un jeu, tu vois, de mes enfants envers moi quand ils présentent. Papa, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait plein de choses, et c'est devenu un jeu. Quand mes enfants ils me disent on a rencontré quelqu'un dans la rue, ils m'ont dit qu'ils le connaissaient, et j'ai bah oui, mais qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est journaliste, cosmonaute, magicien. Donc c'est devenu une vanne familiale avec mes propres enfants. Et eux, ils le sont, iconoclastes? Je crois qu'ils le savent pas encore, mais ils doivent déjà l'être un petit peu. T'as des signes? Ouais, il y a des petits signes. Mon fils, ça commence. Il y a un sens de l'humour très familial. On est très dans la vanne. Je sais pas si c'est un signe de l'iconoclasme, mais j'ai quand même... en tout cas chez moi, c'est assez marqué. Mais ils sont beaucoup plus avancés que moi, en tout cas, sur leur honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes. Je sais pas si c'est moi qui leur ai transmis. Je sais pas, parce que ça me paraît... c'est peut-être inconscient, mais en tout cas, ils ont su... Ils savent gérer ça, ils savent ce qui est bon pour eux. Assez vite. Et ça, je suis très en admiration devant ça. Quelle croyance est-ce que tu as qui peut paraître complètement stupide aux autres? Moi, j'ai la croyance intime, mais vraiment intimement et profondément, que d'avoir un ange gardien autour de moi. Pas un, plusieurs. Je pense que j'en ai plusieurs. En fonction du jour de la semaine, des circonstances? Je crois que c'est plutôt des circonstances. Je pense... je suis très 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 sensible aux âmes. Et je sais pas si c'est... J'ai la croyance en tout cas que des gens de ma famille, particulièrement mon père, peut-être même mon grand-père, ou d'autres gens me protègent, sont à côté de moi. J'ai parfois même l'impression, parfois j'en rêve, tu vois, c'est pas philosophique, hein, c'est complètement irrationnel, mais je suis convaincu que j'ai des gens bienveillants, des âmes, d'autres qui ne sont plus là, qui sont autour de moi. Et qui protègent. Qu'est-ce que tu penses des gens conformistes? J'ai beaucoup de mal. Je les aime bien quand ils restent chez eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'énerve chez eux? À une époque, ils m'énervaient, maintenant ils m'énervent plus. Parce que j'ai réussi à... Enfin, j'ai plus envie de me conformer. Donc, j'ai dit, écoutez, c'est bien. En fait, c'est la vision étriquée. C'est le trop-plein de rationalité. Le trop-plein de prédictibilité. Je crois que ça a le don de m'agacer au plus haut point. Tout est cadré, tout est pensé, tout est planifié, tout est sécurisé. On en parlait tout à l'heure, c'est trop de sécurité, mais ça me plaît pas. Quel est le sujet sur lequel tu as changé d'avis récemment? Il y a un truc sur lequel j'ai changé d'avis récemment. Qu'est-ce que c'était? Il faut que je réfléchisse, mais je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, de changer d'avis sur un sujet, mais je ne sais plus lequel c'est. Si. Je n'aimais pas l'art contemporain. Je n'y comprenais rien et je trouvais ça ridicule. Et depuis 1 an, je ne m'en suis pas pris pour passion, mais en tout cas, je m'y intéresse énormément. Et j'ai eu une véritable révélation sur l'art contemporain, sur les artistes contemporains et sur le travail qui y est associé. Comment? Hasard encore, rencontre. J'ai été contacté par un salon d'art contemporain pour faire ma sélection d'art contemporain, pour présenter une vidéo. Pour l'ouverture d'un salon, ils cherchaient des influenceurs régionaux pour présenter le salon. Et puis tous les jours, pendant les 6 jours ou 4 jours du salon, je sais plus, il y avait un personnage qui arpentait les allées et puis qui faisait sa sélection. Et donc ils m'ont demandé de faire ça. J'avais jamais foutu les pieds dans un salon d'art contemporain. Je trouvais ça ridicule et incompréhensible. Et quand je suis allé là-dedans, j'ai eu des explications. Ça m'a passionné. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant. Il y a un vrai travail derrière. Et puis voilà. Et puis c'était parti. Ça pourrait être le nouveau truc. Hein, ça, je dis pas que ça n'y arrivera pas. Donc Dan Leclerc, artiste contemporain.
Croyez pas si Pour bien tes dire parce 50 que ans. ça sera pour la prochaine parce que j'ai eu une idée d'œuvre contemporaine avec de la musique et de la photo. Mais ça sera pour une autre fois parce que sinon On vous fera allez la vraiment suite. prendre pour un fou. C'est pas déjà fait. Une autre question que je pose à tout le monde pour savoir s'il y a un lien. Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner? Ah oui. Ah oui. Mais alors, je procrastine surtout sur des coups de téléphone. Je suis un spécialiste de la procrastination téléphonique. Je me fais des listes de dizaines de personnes que je dois rappeler, puis je les rappelle jamais. Donc s'il y en a qui écoutent ça que je devais rappeler, ça ne serait pas surpris. Non mais je te rappelle dans 5 minutes. Et alors, je les garde dans mon téléphone parfois aussi quand ils m'ont laissé des messages. Et je me retrouve avec des messages d'il y a 6 mois. Et puis tout d'un coup je me réveille, je dis faut quand même que je lui écrive un petit SMS ou un truc. Je dis je suis désolé, je viens 6 mois après. Et bon voilà, c'est fait. Est-ce que t'aimes pas le téléphone, ou parce que t'y penses pas, ou parce que t'aimes pas le téléphone? Je passe ma journée au téléphone, c'est une horreur. Parce que je suis tout le temps avec des coups de fil. Mais en fait, il y a des gens à qui j'ai envie de parler et d'autres à qui j'ai pas envie de parler. C'est plutôt instinctif. Et c'est même pas c'est plus le plaisir du temps partagé. Donc il faut vraiment qu'il y ait une notion d'urgence pour que je rappelle. Ou d'impact immédiat. Et sinon, je suis très du genre à laisser filer. Dernière question de cette série, avant les questions de conclusion. D'un point de vue créativité ou productivité, comment est-ce que tu juges que tu as eu une bonne journée ou une mauvaise journée? Une bonne journée en productivité, c'est une journée où justement la liste que je me suis faite a été aboutie. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les tâches que je m'étais incombé de faire ou que je devais faire. Des réponses, des offres, des choses. Je suis content, j'ai passé une bonne journée, j'ai tout bien fait. Et en termes de créativité, c'est vraiment le concept. Tiens, j'ai eu une idée et j'ai vendu mon idée. Et là, je suis vraiment très heureux quand j'ai eu mon idée et que j'ai réussi à vendre mon idée. Au sens intellectuel du terme et financier du terme. Alors là, ce sont les questions de conclusion, tu vois, il y en a 54. T'en vas J'ai pas compté rester là, 52. c'est une blague, reste. Pars pas en courant. Alors, première question, après la conversation qu'on a eue, enfin que tu as surtout eue, Oui, le monologue. est-ce que ta définition de l'iconoclastitude, est-ce que tu vois plus clairement ce que peut être un iconoclaste, et est-ce que tu pourrais, en quelques mots, donner ta propre définition maintenant? Tu m'as posé la question en démarrant Oui. de qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu as commencé à me définir ce que c'était que l'iconoclaste tel que tu l'imaginais, j'ai souri et je me suis très très vite retrouvé dans cette définition. Mais j'avais une complémentarité à apporter. Je voulais dire qu'avant j'étais magicien, mais pas que, mais plus que, comme tu l'as si justement dit. Il y a 15 jours, je m'étais trouvé un chouette adjectif pour me présenter. Je suis émotionnologue, parce que c'est vraiment l'émotion qui est au cœur de ma relation. Mais à peine tu avais terminé, toi, la définition de l'iconoclaste, je me suis dit, tiens, iconoclaste, mais pas que, je trouve que ça marche bien aussi. Et donc, je dirais que iconoclaste, # Dan Leclerc, ça fonctionne bien. Dans la définition de l'iconoclaste. Et si je devais le redéfinir, c'est individu qui ne tient pas en place, qui fourmille de 1000 projets, qui les aboutit et les rentabilise. Un rêveur qui a un plan. Ouais, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu pourrais évaluer ton niveau de bizarreté, d'étrangeté 12. Ok, très bien. Non, je dis 12, mais je pense en toute objectivité que c'est évidemment le niveau de bizarreté, c'est toujours par rapport à quelque chose. Quand je suis face à des banquiers, des assureurs ou des industriels, là je suis à 45 dans mon niveau de bizarreté. Quand je suis face à un Benjamin Chaminade ou consort, je suis dans la moyenne. on se retrouve dans la moyenne. Donc on est toujours, c'est comme, je sais plus qui c'est qui dit, on est sur le compte de quelqu'un d'autre, on est sur le bizarre de quelqu'un d'autre. Donc ça dépend vraiment de l'environnement. Alors dans ce cas-là, la question suivante, elle est logique. Quelles sont les personnes qui sont peut-être plus iconoclastes que toi, ou aussi iconoclastes que toi, que tu penses que je devrais interviewer? Alors j'en ai, je t'en ai parlé aussi tout à l'heure, Luc Solaire, le seul professeur de chirurgie qui n'est pas médecin.
qui est un garçon juste incroyablissime, dont je pourrais parler pendant des heures. Donc ça, c'est celui-là, il faut absolument que tu te le fasses, si je puis me permettre l'expression. Il y a mon copain Valentin Beckmer, ancien centralien, qui a écrit une méthode pour apprendre le chinois et le japonais et les langues asiatiques de manière rapide, et puis qui fourmille de projets incroyables sur la communication et l'éloquence. Et ma copine Christelle Sturz, un peu de féminité dans tout ça, ancienne championne du monde de karaté, qui s'est reconvertie dans le conseil aux entreprises et qui est juste incroyable. Voilà. Et qui, à 40 ans, a décidé de relever un défi qu'elle avait relevé quand elle avait 20 ans, courir le marathon des sables, l'un des marathons les plus durs au monde. 5 marathons d'affilée dans le sable, un truc absolument incroyable, au profit d'une association et parce que c'est une femme de défi et puis qu'elle est formidable. Eh bien, j'ai hâte de les rencontrer. Voilà, et bien ça sera avec plaisir que je te les recommanderai. Dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver des infos, des choses sur Dan Leclerc? Dan Leclerc est très présent sur Facebook, peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas très présent. Mais comme c'est un réseau de vieux maintenant, je sais pas si c'est bien de le dire. Donc Alors, c'est ton profil ou c'est une page? C'est aujourd'hui c'est mon profil qu'il faut que je transforme en page parce que je suis au taquet, mais que j'arrive pas à passer le cap parce que ça me prend de chou. Donc j'instagramise pas mal maintenant en ce moment. Dan Leclerc aussi sur Dan Leclerc aussi. Très bien. Et puis sinon tout simplement sur internet, Dan Leclerc, Leclaire, c'est la petite spécificité. Où là il y a plein de choses que l'on retrouve. Dans Dan Leclerc à la fin.com. .com, voilà, danleclerc.com en toute humilité. Et tout ça va changer aussi. Je sais pas encore comment, mais viendra un moment où ça va changer. Donc en résumé, tu es partout. Et disons que sur la toile, je suis assez présent, mais je préfère quand même le vrai contact et la vraie relation avec les vrais gens. Écoute, il me reste à te remercier pour cet entretien passionnant et à bientôt. Mais merci beaucoup, Benjamin Chaminade, et très heureux d'avoir partagé ce moment radiophonique. À très bientôt. Au revoir.